Bonjour à tous et bienvenue dans la seconde partie de notre vidéo consacrée à la pratique de Liquibase CLI. Aujourd'hui, nous allons créer notre table, ajouter une colonne après l'avoir préalablement créée. Nous allons créer ensuite un fichier CSV que nous allons utiliser pour initialiser les données de cette table. Allez, c'est parti! Bien, alors la première commande que l'on va réaliser est une commande qui va nous permettre d'aller créer une table. Donc ici, on va aller créer une table de profil. Admettons qu'on veut gérer les profils utilisateurs. Donc je viens supprimer les deux crochets, j'en ai pas besoin, et on va venir déclarer un champ chat. Donc un champ chat, c'est ce qui va venir modéliser notre commande dans Liquibase. Donc voilà, ça c'est bon. Une commande, on doit l'identifier de manière unique, et pour ce faire, on va utiliser un identifiant. Donc ici, je mets ID. L'identifiant, vous mettez ce que vous souhaitez. Moi, j'aime bien mettre la date du jour avec l'index de la commande que j'ai créée aujourd'hui, parce que c'est facile, mais vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Ça peut être, c'est une chaîne de caractères, des chiffres, des lettres, ce que vous voulez. Ensuite, il va falloir créer un attribut auteur. Donc l'attribut auteur ici va nous permettre d'identifier qui a créé la commande. On verra comment c'est enregistré dans la base, mais l'idée c'est de pouvoir historiser les commandes et de savoir qui a appliqué tel ou tel changement sur notre base de données. Donc ici, voilà l'auteur, ici je mets LibraryLab. Et dans ce champ chat, donc c'est un set, ça veut dire que c'est un ensemble de commandes, on va venir déclarer, nous, une commande. Et une commande, c'est des changements. Donc ici, le premier changement qu'on va faire, c'est de venir aller créer une table. Donc pour ça, on a une commande de création de table qui s'appelle createTable, tout simplement. Donc vous en avez plein sur le site de Liquibase, je vous invite à aller consulter tout ça. Vous avez le détail des commandes, ce que vous pouvez mettre dans chaque commande et quelles sont les commandes que vous pouvez réaliser pour aller venir appliquer des changements sur votre base. Donc une table, elle a besoin d'un nom, donc c'est la première chose que l'on va venir configurer. Donc voilà, l'attribut TableName. Je mets ma table Profile. Et ensuite, généralement, une table, elle est constituée de colonnes. Et c'est justement ce que l'on va créer. On va aller ajouter directement ici nos colonnes. Donc, colonne plurielle, et je vais venir ajouter indépendamment chacune de mes colonnes. La première colonne que je vais ajouter, ça va être une colonne d'identifiant. Donc dans une table, on a généralement une clé primaire. On va justement la construire ensemble. Alors, cette clé primaire, c'est un auto-incrément. Voilà, j'ai envie que quand j'insère ma donnée dans ma table, automatiquement, j'ai un ID qui s'auto-incrémente. Donc on va mettre auto-incrément true. Donc derrière, ça va créer des séquences automatiques. Ensuite, on va venir lui ajouter des contraintes. Donc voilà, une clé primaire, elle a des contraintes, notamment, c'est une clé primaire, donc il va falloir le dire. Donc hop, j'ajoute ici primary key true. Donc là, ça veut dire que en contrainte, je le déclare en tant que primary key. Et cette contrainte, pareil, elle va avoir un nom. Donc ce sera le nom que va porter ma contrainte dans ma base de données. Donc ici, je l'ai appelé profile __ pk. Alors profile parce que c'est le nom de la table. __ pour identifier ensuite le type de contrainte, et ici pk pour primary key, tout simplement. Il est temps de nommer notre colonne, donc notre clé primaire, on va lui donner un nom. Ce nom, ça va être ID, donc c'est très classique. On lui donne un type, donc ici on a besoin de lui donner un type numérique, donc un big int. Alors là, c'est intéressant le type. Dans Liquibase, vous avez un certain nombre de types qui sont proposés. Ces types, ils vont être ensuite traduits dans le type qui correspond à chaque moteur de base de données. Par exemple, un entier long n'est pas représenté avec la même syntaxe, le même type d'attribut sur une base Postgres, une base Oracle, une base MySQL ou autre. Donc en gros, on va identifier un big int, ça va qualifier un entier de valeur importante, et chaque moteur va implémenter le type qui convient le mieux à ce type big int. Voilà, c'est un peu comme ça que ça va fonctionner, et ça c'est Liquibase et l'utilisation derrière des drivers qui va nous permettre de faire cette adaptation. Ensuite, on va aller ajouter une autre colonne, puisqu'on a fini avec cette colonne d'identifiant. On va venir ajouter ici une colonne de code. Voilà. Moi, j'aime bien que toutes mes tables de référence contiennent un code. Donc la table profil pour moi est une table de référence de profil, donc je viens y placer mon code. Ce code, il va être, c'est un type de chaîne de caractères, donc je viens préciser le type ici, varchar 255, donc une chaîne de caractères de longueur maximum de 255 caractères. Ça c'est classique, j'ai envie de dire, sur les bases de données. Je vais faire la même chose avec cette fois-ci la colonne label. Voilà, label, donc ça va être pour le libeller.
que je vais donner à mon profil. Donc le code, c'est plutôt une connotation technique, et le label, c'est ce que je vais vouloir par exemple afficher dans les écrans de mon application, qui pourrait être en Angular et qui viendrait consommer finalement des web services utilisant par exemple cette base de données montée avec Liquibase. Voilà, donc là je pense qu'on peut s'arrêter là pour notre première commande de création de table. J'ai donc préparé ma table, j'ai ajouté mes 3 colonnes, dont une clé primaire de type texte. Maintenant, c'est comment on va mettre à jour notre base de données avec ça. Alors là, c'est très simple. Il nous suffit de mettre la commande Liquibase, espace update. Donc là, on va demander à Liquibase d'aller effectuer une mise à jour de notre base de données avec ce champ-là. Donc le champ-là, c'est le master. Master, je vous rappelle, il est référencé en tant que fichier racine de notre liquibase.properties. On avait précisé que notre changelog file était le master.yaml. Donc je reviens sur ma commande, je lance ma commande, il m'exécute les changements, il m'indique dans la console que le changement s'est opéré avec succès, et maintenant je vais pouvoir aller consulter ma base de données. Alors là, je suis toujours sur mon outil DBviewer, donc je vais faire un clic droit sur ma base Postgre et je vais faire régénérer pour venir rafraîchir le contenu de ma base de données. Donc là, je vois apparaître la table profile qui est vide, ce qui est normal. Je n'ai pas demandé à saisir quoi que ce soit comme valeur. Elle comprend bien 3 colonnes, ID, code et label. Je vois ici que j'ai bien une clé primaire, j'ai la petite clé. Je vois que c'est du numérique, j'ai le 1, 2, 3 qui m'indique que c'est un chiffre. Et puis ensuite, j'ai mes 2 autres colonnes avec ABC, ce qui m'indique que c'est de la chaîne de caractères. Donc là, je peux le voir aussi dans une autre vue. Je vois le détail. Donc là, je vous disais tout à l'heure, le begin, par exemple, il est traduit. Là, il a été traduit dans ma base Postgre avec un type int 8. Voilà. Le varchar 255, c'est la même syntaxe, pas d'autre chose. Dans la partie contrainte, je vois effectivement ma contrainte qui a été créée. Je peux venir consulter un certain nombre de données la concernant. Je vois exactement quelle est quelque part la requête qui a été créée, la requête SQL permettant de mettre en place cette contrainte. Donc jusque-là, tout est bon. Dans ma database changelog, je vais replier ça, voilà. Ici, j'ai une première entrée. Tout à l'heure, c'était vide. Maintenant, on a quelque chose. Et on a la date, l'ID, donc l'ID qui était notre fameuse date avec le tiret, le numéro de ma commande, l'auteur, qui est moi, le nom du fichier qui contenait ma commande, la date d'exécution, l'ordre d'exécution, c'est la première commande qu'on a exécutée, le type, voilà, c'est une exécution, le fameux checksum, donc le fameux code MD5 qui représente en gros un hash de mon fichier de chanchette. Et puis la description, donc ça c'est Liquibase qui crée automatiquement ça, donc là il m'a mis quelque part que c'était un script de création de table et que ça permettait de créer la table profile. L'indication sur la version de Liquibase, je n'ai pas créé de tag, j'ai pas mis de contexte, j'ai pas mis de label, et puis l'ID de déploiement qui a été créé automatiquement. Si on vient regarder ce qui se passe dans Database changelog, il se passe rien, ce qui est normal, puisque ma base a été lockée lorsque j'ai exécuté ma commande update, et elle est venue se déloquer lorsque la commande s'est terminée. Voilà. C'était l'intégration de notre première table avec les commandes de changelog Liquibase. Donc là, j'ai effectivement créé ma première table, et puis je m'aperçois que en fait, j'ai oublié une colonne. Typiquement, lorsque je crée une table de référence, j'aime bien avoir à la fin une colonne active de type booléen qui va me permettre d'activer ou de désactiver une ligne de ma table de référence. Voilà. Admettons par exemple que dans mes écrans, je décide d'aller alimenter une liste déroulante de valeurs et je vais vouloir n'afficher dans cette liste que les profils actifs. Typiquement, je peux avoir des profils actifs, des profils inactifs, que les profils inactifs puissent être attribués, mais ne pas pouvoir en attribuer de nouveaux. Voilà, je ne peux pas attribuer un profil inactif à une nouvelle personne, par exemple. Admettons que je souhaite faire ça, et il va me falloir cette fameuse colonne active dans ma table profile. Donc là, je ne l'ai pas. Malheureusement, j'ai déjà créé ma table. Justement, on va voir comment ça se passe avec Liquibase. Donc on va venir modifier ma base de données en ajoutant un nouveau chanchette. Voilà, c'est ça que l'on va créer. Alors, je viens copier quelque part ça, puisque un chanchette est toujours identifié de la même manière. Paf. Ici, je vais mettre 0,2, puisque je viens ajouter une deuxième commande aujourd'hui. Je vais ajouter un nouveau change. Donc, hop. Voilà. Et on va venir faire un add column. Là, je vais utiliser une autre syntaxe qui va être le add column.
Donc là, on avait le create table. Là, on va faire la commande add column. Voilà, c'est une deuxième commande. J'ajoute ma commande add column. Je dois préciser, comme ici, la table. Donc, on va faire un ajout de colonne sur notre table profile. Et on va tout simplement ajouter des colonnes. Donc là, c'est la même syntaxe que l'ajout de colonne au niveau de ma table. Hop. Tac. Voilà. J'ai plus qu'à saisir la colonne que je veux lui donner. Donc je vais lui donner un nom. Voilà. Je reprends ça. Ma colonne, elle va s'appeler active. Donc pas la peine de le mettre en majuscule ici. Et son type, ça va être boolean. Tout simplement. Hop. Alors je vérifie. Voilà, j'ai ajouté un nouveau chanchette à la fin de mes premiers. J'ai créé mon ID, j'ai mis l'auteur, qui est moi. J'ai déclaré un nouveau ensemble de changements dans lequel je n'ai placé que l'ajout de colonne. Add column. Et puis je précise que j'ajoute une colonne sur ma table profile et j'ajoute ma colonne active de type booléen. Bah, pour mettre en place tout ça, c'est très simple. Hein. Je relance ma commande liquibase update. Voilà, il me dit que tout s'est bien passé, donc visiblement je n'ai pas fait d'erreur de syntaxe. On va venir regarder à quoi ressemble notre base. Donc clic droit sur Postgre, régénérer. Et là, hop, comme par miracle, j'ai ma nouvelle colonne, mon nouvel attribut d'objet finalement qui vient d'apparaître, qui est ma colonne active. Voilà, je la vois ici. Et je la vois ici. Là, c'est plutôt pas mal. Si je retourne voir les changelogs, eh ben, j'ai la deuxième commande que je viens de passer qui apparaît, identifiée de manière explicite. Hein, donc c'est toujours le même fichier qui a été utilisé, c'est toujours le même auteur. Je vois bien que ça a été fait la même date et que c'est la deuxième commande que j'ai passée aujourd'hui. Hein, donc ça c'est vraiment interprété. Ça dépend comment vous construisez vos ID. Hein. J'ai le code MD5 qui correspond à ma commande. J'ai l'information du fait que je suis passé par un ajout de colonne, toujours la même version de liquibase utilisée, et toujours un ID de déploiement auto-calculé à la fin. Donc là, je viens tout simplement d'ajouter une colonne dans une table existante en utilisant un chanchette. Bien, nous avons donc créé notre table profile. Nous avons maintenant besoin d'aller l'alimenter, hein, puisque comme on peut le constater, cette table est complètement vide. Donc, pour ce faire, on va aller créer un nouveau changelog, donc un nouveau chanchette, qui va nous permettre d'aller ajouter des données. Alors, on va aller directement basculer dans notre Visual Studio Code et on va venir placer directement un nouveau chanchette dédié, cette fois-ci, à l'ajout de données. Alors, on essaye de s'organiser, donc je vais rabattre le panneau Postgre et je vais venir ajouter dans mon répertoire liquibase un nouveau folder qui va s'appeler Data. Et dans ce répertoire Data, on va venir placer notre fichier de données. Donc ici, on va ajouter un fichier profile.csv. Voilà, donc ce qu'on va essayer de faire, enfin c'est pas qu'on va essayer, on va le réussir même, on va venir charger dans notre base de données, donc dans notre table exactement profile, des profils qu'on va venir alimenter depuis un fichier CSV qui va contenir nos différents profils. Donc moi ce que j'aime bien quand je fais ce genre de choses, hein, c'est prendre le nom de ma table que je mets en nom de fichier au pluriel .csv. Un fichier CSV, c'est ni plus ni moins qu'un fichier en tête ligne dans lequel on va avoir des colonnes. La première ligne va correspondre donc à la ligne d'entête et toutes les autres lignes vont correspondre à des lignes de données. Donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est aller construire ce fichier CSV et on va commencer par construire la ligne d'entête. Alors, dans ce que l'on va choisir d'implémenter, on va identifier les différentes colonnes que l'on souhaite charger. Donc on va les identifier par un nom de colonne dans notre fichier CSV qu'on va venir mapper avec le nom de la colonne dans notre base. Donc je pourrais faire un paramétrage différent. Et ici, on les met entre simples cotes pour séparer vraiment la chaîne de caractères du reste. Donc voilà, ça c'est comme ça qu'on aura configuré notre fichier. Donc la deuxième colonne que l'on veut charger, c'est le label. Hein. Donc le séparateur, ici c'est le point virgule, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, et on va pouvoir activer ou désactiver des données qu'on va venir charger dans notre référentiel. Alors, je fais un retour à la ligne et je vais charger cette fois-ci ma première ligne de données. Donc le premier profil que je vais rentrer dans ma table. Donc je choisis de mettre un code USR pour le profil user.
Voilà, donc le label user, et puis je viens l'activer. Donc pour cela, je mets true en majuscule. Ensuite, je viens en ajouter un deuxième, hein. On va l'appeler ADM, pour administrateur. Hein. Voilà, je vais mettre un libellé admin. Voilà, et puis je viens l'activer avec un point virgule. Voilà, ici, je corrige la petite erreur aussi. Et voilà, je finalise ma ligne. Donc là, on se retrouve avec un premier fichier CSV qui va nous permettre d'aller alimenter notre table. Maintenant, nous allons devoir créer la commande Liquibase qui va nous permettre d'aller alimenter notre base depuis ce fichier CSV. Donc encore une fois, on va retourner dans le fichier master.yaml pour aller intégrer la nouvelle commande qui va être destinée cette fois-ci à charger le fichier CSV dans notre base de données. Alors encore une fois, on va mettre en place un nouveau champ-chat dans ce document. Hop, hop, je l'indexe avec l'identifiant du jour, hein, donc ici 03, c'est la troisième commande que nous allons passer avec Liquibase. On va venir identifier un change, donc au sein de justement notre commande. Et la commande qu'on va passer, c'est une commande de chargement de données, donc cette commande s'appelle load data. Donc le load data nous permet notamment de les charger des fichiers CSV directement dans notre base. Cette load data va les permettre d'aller alimenter une table. Hein. Ici, c'est la table profile. Donc encore une fois, on reprécise table name. Le fichier CSV qui contient les données à charger, on va l'indiquer avec le paramètre file. Ici, c'est data/profile.csv, hein, qui est le fichier que l'on a créé précédemment. Ce fichier, on a vu qu'il disposait de séparateurs de type point virgule. Donc on précise justement le séparateur utilisé, donc séparateur point virgule. On précise aussi qu'on a décidé d'identifier nos chaînes de caractères avec des simples cotes. Hein. Donc on indique cela ici avec le paramètre codechar. Ensuite, on précise l'encodage. Donc ici, on est avec un encodage UTF-8. Hein. Donc ça, c'est quand même important. Ça paraît anodin, mais c'est très important parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des problèmes d'accent. Typiquement, vous mettez un E accent grave, et puis typiquement, quand il s'intègre dans votre base de données, vous avez des symboles bizarres à la place. Ça se traduit souvent par un problème d'encodage et une mauvaise configuration de l'encodage. Donc là, on précise explicitement que notre fichier est en UTF-8 et qu'il faut le traiter en mode UTF-8. Ensuite, on va se rajouter un petit paramétrage qui permet de commenter les lignes de données. Donc typiquement, je veux charger ce CSV, mais je ne veux pas charger un certain nombre de lignes contenues dans ce fichier et je veux les identifier, ces lignes à exclure de l'import par un double slash. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Et puis ensuite, on va venir préciser les colonnes à importer. Donc ça, c'est assez intéressant aussi parce que vous pouvez avoir un fichier qui comporte 10 colonnes par exemple et nous dire je n'importe que 3 colonnes. Donc pour ça, on précise colonne plurielle, et puis on vient préciser chacune de nos colonnes. Donc colonne, donc vous remarquez encore que c'est la même syntaxe que celle que l'on a utilisée pour notamment la commande qui consistait à créer la table, hein, ou encore à ajouter une colonne dans une table existante. Donc voilà, il y a quand même une grande cohérence, c'est toujours en gros le même nommage qui est respecté, ça c'est pratique parce que vous avez une syntaxe à retenir qui est limitée. Alors cette colonne, comment l'identifier? On a un paramétrage qui est header. Header, ça va être le nom de la colonne dans votre fichier CSV. Donc là, typiquement, on parle de la colonne code de notre fichier profile. Cette colonne code, on va l'alimenter dans notre table profile, hein, comme on a indiqué ici avec table name, dans la table et au niveau de la colonne qui s'appelle code. Voilà. Donc là, du coup, on a mappé la colonne de notre table qui s'appelle code avec la colonne code de notre fichier CSV. On indique que la valeur que l'on a ici, c'est une chaîne de caractères. Donc on l'identifie en tant que string. Voilà. On va rajouter les deux autres colonnes que l'on souhaite importer. Hein. Donc on a préparé ici le label et puis le active. Ici, le active, on a indiqué boolean, c'est-à-dire qu'on a précisé du true false pour pouvoir alimenter notre booléen dans notre base de données. Donc voilà, là on est enfin prêt, on a notre commande complète hein, qui va nous permettre d'aller charger le fichier CSV dans notre base. On a identifié les colonnes que l'on avait mappées, on a identifié quelle colonne du fichier CSV allait avec quelle colonne de notre table à charger. Tout est prêt. Maintenant pour l'utiliser, encore une fois, il va falloir exécuter la commande liquibase update. Alors, un petit truc que je ne vous ai pas dit,
qui est qu'on peut avoir vous pouvez avoir des problèmes lorsque vous allez exécuter vos commandes si vous faites la même manipulation que moi et que vous êtes en YAML. Il faut faire très attention à l'indentation. Là, comme vous le savez peut-être pas, ou peut-être que vous le savez, les fichiers YAML ont un fonctionnement qui est orienté sur l'indentation. Donc l'indentation, c'est l'alignement finalement que vous allez faire à vos différentes lignes. Ici, typiquement, l'ID est aligné avec auteur, avec change, etc. Donc il y a un certain pas finalement, un certain nombre d'espaces qui est mis entre sur chaque ligne pour faire cette indentation. Si jamais je ne mets pas par exemple 4 espaces, mais une tabulation, du coup vous ne respectez plus l'indentation qui est proposée avec YAML et vous allez donc avoir un fichier YAML qui n'est pas correct. Voilà, il ne sera pas supporté. L'IQbase n'apprécie pas du tout d'avoir des fichiers YAML qui ne respectent pas la bonne indentation puisque c'est une structuration du format YAML en partie. Du coup, il faut bien faire attention quand vous avez des problèmes qui vous dit qu'il ne détecte pas tel ou tel élément. Il faut bien faire attention que l'indentation est bonne. Donc vous pouvez le vérifier ici avec Visual Studio Code. Hein. On voit bien que les petits points qui sont représentés correspondent à des espaces. Donc il faut vérifier par exemple que entre table name par exemple et profile, vous ayez bien un espace et non pas, si vous n'avez pas le petit point, c'est que ce n'est pas un espace, c'est un autre caractère d'espacement et ça peut engendrer des problèmes lorsque vous allez exécuter votre fichier YAML avec l'IQbase. Cela étant dit, on va venir maintenant exécuter notre commande liquibase update. C'est parti. Il m'exécute. Il me dit que tout s'est bien passé. On est très content. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller voir qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre base de données. Donc je reviens dans ma base Postgre avec l'outil DBviewer. Je refais un clic droit sur ma base Postgre régénérée. Donc là, ça veut dire que je veux récupérer les informations à jour. Je double-clique sur Profile et cette fois-ci, miracle, j'obtiens effectivement mes 2 lignes de données. Donc ce qu'on peut constater aussi, c'est que l'auto-incrément a correctement été pris en compte. Hein. J'ai un ID 1 et 2, je ne l'ai pas alimenté dans mon fichier CSV, j'ai laissé la base de données sans charger. Effectivement, on avait demandé que ça soit un auto-incrément, une clé primaire de type auto-incrément, c'est bien ce qui a été fait. J'ai précisé true pour mon caractère booléen actif, c'est bien ce qui était alimenté, et j'ai bien mes chaînes de caractères qui sont venues remplir mes différentes colonnes code et labels. Si on revient sur la table database changelog hein, qui correspond à l'identification de mes commandes passées, je retrouve bien ma 3e ligne qui a été exécutée, toujours alimentée dans le fichier master.yaml, et je retrouve un peu plus loin l'information comme quoi c'est bien un chargement de données de la table profile qui a été exécuté. Donc là, ça c'est assez intéressant. Après, rien de plus dans cette table ici. Bien, je pense que nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Nous aurons donc vu comment créer une table, comment venir la modifier en y ajoutant une colonne. Nous aurons vu également comment créer un fichier CSV et s'en servir pour aller alimenter notre table. Ce que je vous propose, c'est de me retrouver dans une prochaine vidéo où cette fois-ci nous verrons comment mieux répartir les différentes commandes de changelog au sein de différents fichiers et nous en profiterons également pour voir comment reconstruire une base depuis zéro. Voilà, en attendant, je vous remercie et vous dis à bientôt dans la suite de nos vidéos. En attendant, bon développement!